Je me présente, mon nom est Robert Pilon, je suis organisateur communautaire à la Fédération des locataires de HLM depuis une trentaine d'années. Si vous voulez bien, dans la prochaine heure, on va regarder ensemble comment, comme locataire, on peut participer à la gestion de notre HLM, à la vie communautaire autour de nous. Et vous savez, les HLM, ça existe depuis une cinquantaine d'années au Québec. Donc, depuis 50 ans, il y a des gens comme vous qui se sont mobilisés dans leur habitation pour améliorer leur qualité de vie, pour pouvoir dire le mot, pour pouvoir être consultés, entendus, pouvoir prendre des initiatives dans le HLM pour eux, pour leurs voisins, pour leurs enfants. Et c'est ça qu'on appelle la participation citoyenne dans nos habitations. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer peut-être par faire un petit peu d'histoire pour expliquer qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'on puisse avoir le droit, comme c'est le cas actuellement, de s'impliquer dans le droit HLM. Je recule un peu en arrière, mais un moment important dans notre histoire, c'est 1998. La fédération a été créée en 1993 et le premier combat qu'on a mené un peu partout à travers la province, c'est qu'on constatait que dans certains offices, la participation des locataires était souhaitée et était la bienvenue, alors que dans d'autres offices, on interdisait aux locataires de s'impliquer, on les menaçait même lorsqu'ils osaient vouloir dire leur mot. C'est ce qui a amené, en 1998, à une grande manifestation de plus de 800 locataires de HLM d'un peu partout au Québec qui sont donnés rendez-vous devant l'Assemblée nationale à Québec parce que le propriétaire de nos HLM, ce n'est pas chaque office, c'est la Société d'habitation du Québec qui appartient au gouvernement du Québec. Donc, il y a eu une grande manifestation pour exiger le droit pour les locataires de HLM de participer à l'administration du logement, le droit d'avoir des associations de locataires, le droit d'élire des locataires au conseil d'administration de l'Office. Tout ça a donné lieu à une grande manifestation et on a gagné. Dans les mois qui ont suivi, la Société d'habitation du Québec, pour la première fois de son existence, ça faisait 30 ans que les HLM existaient, la Société d'habitation du Québec a produit une directive demandant aux offices de reconnaître les associations de locataires. Ça a été suivi en 2002. On a obtenu que le gouvernement du Québec inscrive dans la loi de la Société d'habitation du Québec des articles de loi très précis indiquant que la participation des locataires était un droit. Et le moment le plus mémorable de ça, c'est que, vous avez ici une photo, la Fédération avait tenu en 2002 un congrès sous le thème « Une plus grande place pour les locataires ». Vous voyez, donc c'est ce qu'on voulait, plus de place. Et la ministre des Affaires municipales de l'époque, Louise Arel, est venue à notre congrès annoncer qu'effectivement, elle allait mettre dans la loi des droits très clairs pour les locataires de HLM. Et c'est depuis ce temps-là, ça c'est 2002, ça fait plus de 20 ans qu'on bénéficie de cet espace démocratique-là. Maintenant, voyons ce que dit précisément les différents articles de loi concernant la participation des locataires. Tout d'abord, la loi de la Société d'habitation du Québec indique que tout locataire de logement d'habitation administré par un office a le droit de faire partie d'une association de locataires. Il a de plus le droit de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration. Donc, on a le droit d'être sur un conseil d'administration d'une association. On ne peut pas subir de représailles pour ça. C'est encouragé par le gouvernement. L'Office doit reconnaître toute association de locataires qui se conforme aux directives émises par la Société d'habitation du Québec. Donc, il y a des règles précises à respecter. On va les voir un peu plus tard. Chaque office doit créer un comité consultatif de résidents. Donc, c'est une obligation. Chaque office doit avoir un comité consultatif de résidents. On regardera tantôt à quoi ça sert. Et finalement, 2 ou 3 administrateurs de l'office sont élus parmi l'ensemble des locataires au cours d'une assemblée du comité consultatif de résidents. Si on se faisait un organigramme de ce que ça veut dire là, concrètement, ben, à la base, dans nos habitations, on a le droit de se mettre ensemble, de s'associer, de se donner des associations. Ça peut être une association pour un petit immeuble, ça peut être une association pour 2 immeubles qui sont voisins. Donc, on a le droit, comme ça, de se donner des associations qu'on veut. Et au Québec, il y en a plus de 300 associations de locataires. Ça, c'est une force énorme. On ne le réalise pas toujours.
Mais imaginez, on a 300 associations de bénévoles qui se dévouent pour leurs voisins et voisines, pour améliorer le sort de leurs enfants, pour s'entraider, être solidaires. 300 associations, c'est plus de 1500 bénévoles. Ensuite, ces associations-là ont le droit de déléguer des représentants de leur association au sein de ce qu'on appelle le comité consultatif des résidents. Au Québec, il y a 148 offices environ. La moitié ont des comités consultatifs de résidents. Même si la loi les oblige toutes à avoir un comité consultatif, il y en a seulement la moitié qui ont un comité consultatif de résidents. C'est un problème, on y travaille, mais ces comités-là existent et ils ont une influence importante sur ce que va faire l'Office. Je vais revenir plus tard en détail, mais donc, comité consultatif, un maximum de 25 locataires peuvent en faire partie. Donc, les délégués de chaque association peuvent en faire partie. Et dans les immeubles où il n'y a pas d'association, il n'y a rien qui empêche le comité consultatif d'aller chercher des volontaires de ces immeubles-là pour que le comité consultatif soit le plus représentatif possible de tous les immeubles administrés par l'Office. Tantôt dans la loi, là, on disait tout locataire d'un logement administré par un office a le droit de faire partie d'une association. Tout locataire de logement administré par un office, ça ne veut pas juste dire les locataires de HLM. Parce que vous savez, depuis la fin des années 90, les offices ont cessé de construire des HLM. Mais il s'est construit d'autres habitations en vertu d'autres programmes, comme par exemple les accès logis, le logement abordable. Bien, ces locataires-là aussi, qui sont locataires de l'Office, ont également le droit de former des associations de locataires et ils ont également le droit d'être présents au comité consultatif des résidents. Et finalement, le comité consultatif des résidents, qui est là pour influencer l'administration des HLM, a le droit d'élire 2 ou 3 locataires au conseil d'administration de l'Office. Là où on prend toutes les décisions, on a des locataires, on a des représentants. Donc ça, c'est la structure, c'est l'espace démocratique dans lequel on peut s'impliquer. Tous ces détails-là, de comment ces lois-là doivent s'appliquer, sont codifiés dans ce qu'on appelle la directive sur la participation des locataires qui a été émise par la Société d'habitation du Québec. Cette directive-là, c'est un petit peu comme une convention collective, si vous voulez, là. C'est un document papier que vous pouvez vous procurer à la Fédération. C'est un document que tous les offices doivent respecter et que nous, comme locataires, on doit respecter. C'est nos règles du jeu, c'est notre livre des règlements. Et cette directive-là, qui avait été émise pour une première fois en 1998, a été améliorée, bonifiée au début des années 2023. Et finalement, le dernier ajout législatif qu'on a obtenu, c'est il y a 3 ans, où la loi de la société a été encore une fois modifiée pour inclure 2 articles de loi qui portent sur le fait que les associations de locataires, les comités consultatifs de résidents et la Fédération des locataires de HLM, on a le droit de demander à nos offices d'obtenir les coordonnées des locataires qui sont membres, soit de notre association, soit de notre CCR, ou dans le cas de la Fédération, on a le droit de demander les coordonnées des locataires qui sont impliqués dans les associations, dans les comités consultatifs et au CA de l'Office. Et donc, ce que dit cet article de loi-là, c'est qu'un office doit, à la demande de l'Association des locataires, ou du CCR, ou de la Fédération, lui transmettre les noms et les coordonnées des locataires qui habitent les immeubles. À cette fin, l'Office doit obtenir préalablement l'accord des locataires concernés. Et si les locataires acceptent, ben c'est ces coordonnées-là qu'annuellement l'Office peut nous remettre. Donc, vous voyez, on vient de faire le tour de l'espace démocratique dans lequel le gouvernement souhaite que nous, les locataires de logements publics, on puisse s'impliquer dans nos habitations. Maintenant, si vous voulez bien, on va regarder un peu plus en détail chacune de ces parties-là. Et je commencerai par évidemment par la base, parce qu'il est peut-être le plus important, par nos associations de locataires. Si on regarde ça un peu plus en détail maintenant,
Ce que dit la loi de la Société d'habitation du Québec, et c'est important, au départ, c'est de dire que la Société d'habitation du Québec favorise la mise sur pied d'associations de locataires et reconnaît le caractère autonome de leur activité. Caractère autonome. Les locataires sont libres de choisir leur mode d'organisation ainsi que les objectifs de leur association. Donc, vous voyez, non seulement la Société d'habitation nous invite à créer des associations, mais en plus, on nous dit que les locataires, on est libre, on est autonome de choisir comment on va s'organiser et qu'est-ce qu'on va faire comme action. Évidemment, on a également des obligations à respecter. Si on voulait les résumer, là, ces obligations-là, quelles sont-elles? Ben, on doit tenir une assemblée générale de fondation où on invite tous les locataires qu'on veut présenter. On ne peut pas juste inviter ceux qu'on aime, il faut inviter tout le monde, puisque l'association va vous rassembler et à travailler pour tout le monde. Et lors de cette assemblée-là, on doit respecter un quorum minimal d'au moins 10% des locataires pour que l'assemblée soit légale. Ensuite, on doit adopter des règlements généraux qui vont déterminer comment l'association va fonctionner. Combien il va y avoir de gens au conseil d'administration? Est-ce que les gens vont être élus pour 1 année ou pour 2 années? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des postes qui sont vacants? Donc, tout ça est établi dans des règlements que, ensuite, peu importe qui sera au comité, ben, les gens doivent respecter les règlements que l'Assemblée générale a approuvés. Euh, on doit également avoir un conseil d'administration d'au moins 3 membres, c'est le minimum, mais on peut être beaucoup plus. On peut être 5, 7, 9. Plus il y a de gens sur le comité, plus il y a d'idées, plus on peut prendre d'initiatives. Il n'y a aucune obligation d'être légalement constitué. Donc, on peut être incorporé ou on peut ne pas être incorporé. C'est un choix de l'association. Lorsqu'on est comme ça une association, on a le droit d'obtenir une subvention de fonctionnement de 30 par année par logement de la part de l'Office. On bénéficie d'une assurance qui couvre la responsabilité civile des administrateurs. Donc, les bénévoles au conseil, on prend des décisions, on organise des activités. Si jamais il arrivait un accident, que quelqu'un se blessait, par exemple, au cours d'une activité et que les locataires voulaient poursuivre les administrateurs, on est couvert par une assurance, mais rassurez-vous, c'est jamais arrivé en 50 ans d'existence, mais on est quand même assuré. Et lorsqu'on crée une association, on a le droit que l'Office nous délègue la gestion de la salle communautaire, des espaces communautaires. Donc, c'est à nous ensuite de décider de ce qui va se passer comme activité. En contrepartie, chaque année, on doit remettre à l'Office la preuve qu'on a tenu notre Assemblée générale annuelle de nos membres, qu'on a soumis à nos membres notre rapport d'activité, notre rapport financier, nos prévisions budgétaires, et ce qui garantit finalement que l'association a un fonctionnement démocratique. J'aimerais vous faire entendre quelques témoignages de gens impliqués ou qui ont été impliqués dans des associations, des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Pour le plaisir. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est pour le plaisir. Pas moi avec eux, je pas les autres. Ça fait 14 ans que je suis présidente du comité de locataires. Ben, pour m'occuper avec les gens et puis changer les idées, je fais des activités. Apporter la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui, à mon point de vue, est bon pour mes semblables et en même temps m'a apporté énormément. Vous n'avez pas idée de la connaissance que ça m'a donné dans ma petite vie. Ça m'a aidé énormément à grandir. Moi, ça fait plusieurs années que je suis sans travail parce que j'ai eu des enfants. Donc, ça me remet un peu aussi dans le contexte d'une vie sociale, de voir des gens, de sortir de la maison et de voir que mes talents sont encore là et que je peux en faire profiter les gens. Moi, j'aime ça. Je trouve ça très intéressant. J'aime ça composer avec des différences. C'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose que je trouve vraiment... ça m'anime. Alors, j'ai pas de problème au niveau de mon intérêt à moi. Puis, je sens aussi que je suis en train de faire une différence dans la vie des gens. La mienne aussi, mais aussi pour les gens avec qui j'habite dans l'habitation. Ça fait 4 ans, mais j'ai pas choisi, c'est eux autres qui m'ont choisi. Parce que moi, je connaissais rien là-dedans, je connaissais absolument rien. Et puis, ils m'ont choisi, ils m'ont montré, les autres personnes dans les autres blocs, là, dans les autres édifices, ils m'ont montré, puis j'ai appris, puis j'aime ça. La défense des
la défense est le plus qui peut pas se démunir, qui peut pas se défendre. Ouais, mon père il me disait toujours que j'étais l'avocat du diable. Et je continue. Ça rapporte beaucoup. L'implication, c'est une satisfaction personnelle et générale d'avoir rendu service à des gens qui ont réellement besoin, incluant moi-même, puisque si je suis dans un salaire où j'en ai besoin. Alors, en s'impliquant, alors on se valorise et on valorise les autres qui se diminuent ou qui sont diminués par l'extérieur aussi. Vous êtes probablement reconnu dans ce que vient de dire nos amis qui sont impliqués dans différentes associations, hein, parce que vous êtes plus de 1500 vous impliqués comme eux, comme elles, dans vos associations. Et on peut se demander pourquoi vous faites ça? C'est quoi la motivation? Et c'est important de réfléchir à ça parce que lorsqu'on veut recruter d'autres personnes pour être dans nos associations, il faut comprendre ce qui pourrait les intéresser, ce qui pourrait les motiver à s'impliquer comme vous dans les comités. Et moi, ce que je retiens de ce qui a été dit, premièrement, les gens veulent être utiles. Ils veulent que par leur action, rendre service aux gens, que ça fasse une différence pour d'autres personnes, se sentir utile. Et ça, se sentir utile, c'est bon, évidemment, pour les autres, pour ceux qu'on aide, mais c'est aussi bon pour nous. C'est une fierté de se sentir utile. Ça donne un sens à notre vie, un sens profond. L'autre élément qui a été amené, c'est pour faire des connaissances, être en contact avec d'autres personnes, apprendre des autres personnes, socialiser, ne pas rester isolé. Et ça aussi, c'est important dans la vie. Là. Quand on est seul, la vie est longue et elle est triste. Quand on a la chance de vivre des expériences avec d'autres personnes, ça nous permet aussi d'apprendre des nouvelles connaissances. Et ça, c'est à la base de l'implication bénévole. Et il faut s'en souvenir lorsque on va tenter de recruter d'autres personnes pour les embarquer dans nos comités, puis les gens vont dire pourquoi j'irai dans le comité? Ben, c'est pour ces 3 bonnes raisons. Maintenant que l'on a vu pourquoi les gens s'impliquent dans les comités et pourquoi les gens restent dans les comités, pourquoi les gens aiment ça être dans un comité, j'aimerais qu'on prenne un peu le taureau par les cornes, qu'on se parle franchement et qu'on se pose la question, pourquoi il y a des associations de locataires et des comités consultatifs qui ont du succès, qui ont du monde avec eux, qui réussissent à mobiliser les locataires dans leurs activités, alors qu'il y a d'autres comités, d'autres associations, d'autres CCR qui ont de la difficulté à avoir du monde avec eux, à avoir du monde dans leur comité, à recruter des gens pour les aider, puis à avoir même de la difficulté à avoir des gens dans leurs activités. Donc, pourquoi il y a des associations et des CCR qui ont du succès et que d'autres en arrachent? Mais, juste avant de répondre à cette question-là, j'aimerais ça vous faire entendre les témoignages de quelques locataires que je trouve très intéressants. Alors, écoutez-les bien et on en discute ensuite. Je délègue énormément. Des activités qui m'intéressent plus ou moins, je nomme quelqu'un de responsable. Cette personne-là forme une équipe avec des bénévoles. Donc, on multiplie le nombre de bénévoles qui travaillent. À ce moment-là, je délègue. J'ai pas la responsabilité de tout. Et déjà, il y a une grosse différence. Aussi, au niveau des gens qui étaient exclus avant, qui ne participaient pas du tout, je suis venu à bout d'aller chercher ces gens-là aussi pour les impliquer. C'est ça que je faisais, je prenais tout sur mon dos, je me suis fait dire, puis c'est dur d'accepter de ne pas le faire toi-même. Mais j'ai vu que j'avais bien des bons amis, puis qui m'aidaient, puis qui me disaient ça parce qu'ils m'aimaient, et puis je les laisse déléguer maintenant. Trouver des gens pour s'impliquer, il faut que tu fouilles, il faut que tu reconnaisses les compétences des autres et leur dire tu es compétent dans tel domaine. Il a dit qu'ils sont bons. Ah, super. Des fois c'est pas vrai, mais ça, c'est pas grave. Je dis qu'ils sont bons. Puis faire un petit peu d'empathie envers les autres. J'avance certaines hypothèses. Je diviserais ça en 2. Il y a ce qu'on appelle le savoir-faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut fonctionner? Puis, il y a aussi le savoir-être. Donc, quelle attitude on doit avoir? On regarde le tableau ensemble, si vous voulez bien. Donc, dans le savoir-faire, c'est sûr qu'on doit se réunir tous les mois pour prendre des décisions ensemble.
Quand je dis tous les mois, ça peut être au mois, aux 2 mois, aux 3 mois, mais il faut se réunir régulièrement. Donc, il faut que le président ou que la présidente ait comme principale responsabilité de convoquer, de réunir son groupe pour qu'on discute ensemble et qu'ensemble, qu'on décide de ce qu'on va faire. Comment on va utiliser nos budgets, quelle action, quelle activité on va faire. Les décisions doivent être prises ensemble. Vous savez comme moi que si les décisions, pour toutes sortes de raisons, là, de prétextes, si c'est le président et sa secrétaire tout seul dans le corridor qui décide tout, là, les autres locataires, ce pas des fous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous décidez tout, faites-les tout seul, nous autres, on s'en va. Donc, c'est extrêmement important de se réunir pour prendre ensemble des décisions. L'autre chose, évidemment, c'est qu'on doit se donner un programme d'activité. On doit planifier. Qu'on soit une association, une CCR, on doit décider des actions qu'on compte faire au cours des prochains mois et voir comment chacune peut prendre une place là-dedans. Et là, c'est important que ce soit pour des activités ou que ce soit pour dans un CCR, des sujets qu'on veut discuter et qu'on veut améliorer avec l'Office. C'est important qu'il y en ait pour tous les goûts. Dans HLM, il y a toutes sortes de monde, on a toutes sortes de besoins. Vous savez, on n'a plus tous les mêmes goûts et les mêmes activités. Donc, c'est important qu'il y en ait pour tous les goûts. S'il y en a juste pour une gang, on va perdre l'autre gang. Donc, il faut diversifier, autant dans l'association qu'au CCR. Il faut diversifier, il faut varier nos préoccupations, nos activités. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde si on veut rassembler tout le monde. La dernière chose, pour faire ça, il faut recruter des personnes qui vont être responsables. Responsables d'un comité, responsables d'une activité, responsables de nous représenter au comité consultatif. Donc, c'est important de déléguer à des personnes. Et là, quand on veut recruter des gens, premièrement, il faut les grands appels à tous, là, des affiches sur le bas-de-garde, on a besoin de monde, ça ne donne rien. Personne ne se sent directement concerné. Donc, quand on veut recruter des gens, il faut aller les voir personnellement. Il faut faire du porte-à-porte, il faut les profiter d'occasion pour leur discuter dans le blanc des yeux. Et il faut dire aux gens, regarde, on a besoin de toi pour telle tâche précise, telle responsabilité précise. Tu serais bonne là-dedans, tu ne serais pas tout seul, on va t'aider, on va te supporter. Et ça, c'est ça. Et ça, c'est déléguer du pouvoir. Plus on délègue de pouvoir à toutes sortes de gens, plus ces gens-là vont travailler pour l'association. Dans des associations, dans des assemblées générales, à l'occasion, il y a des gens quand on demande aux gens ce qu'ils aimeraient, il y a des gens qui se lèvent et qui disent moi, j'aimerais ça avoir une pièce de théâtre. J'aimerais ça faire de la danse en ligne. Et ce qui est malheureux, c'est quand la présidente ou que le président en avant dit non, non, moi, ça ne me tente pas de faire ça, je ne suis pas capable, on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas, on ne le fera pas. Vous voyez, ça, c'est une attitude de fermeture. La bonne attitude d'ouverture, ça serait de dire, vous avez ces idées-là, excellent. Trouvez-vous du monde pour vous en occuper. Ayez des personnes responsables de mener ces actions-là. Venez nous voir et on va les intégrer à notre programme d'activité. Ça, c'est du bon savoir-faire qui intègre les gens au lieu de les exclure. Maintenant, si on regarde le savoir-être, l'attitude qu'on a par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que quand on dit qu'on veut se réunir en comité, il faut avoir la volonté très claire de dire, nous, on va avoir le plus de locataires possible sur le comité. Pas juste nos 3 amis, pas juste les 5 personnes avec qui on s'entend. Tous ceux et celles qui seraient intéressés à participer aux réunions pour décider ensemble de ce qu'on va faire et qui va le faire, vous êtes les bienvenus. Donc, il faut avoir la mentalité qu'on veut le plus de gens possible sur le comité, y compris ceux qui ne sont pas dans notre gang. Et ça, c'est important. Deuxième chose, et ça, c'est le rôle du président, de la présidente, mais également de tout le monde, quand on est en rencontre de comité, il faut favoriser la prise de parole, même des personnes les plus timides, même de ceux avec qui on n'est pas d'accord. C'est important d'avoir ce respect-là, qu'on n'interrompt pas les gens quand ils amènent leurs idées pour leur dire non, 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 faire taire les gens, et puis le goût ensuite de prendre la parole. Donc, on veut que tout le monde exprime leurs idées, tout le monde exprime leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'ensuite, quand va venir le temps de prendre des décisions, l'important, ce n'est pas au plus fort la poche.
C'est pas de dire, ah, on vote, on est 3 pour ça, 2 contre ça, on fait ça. Les gens, s'ils perdent tout le temps, là, si leurs idées ne sont pas retenues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on n'est pas utile, on n'a pas de plaisir, on reste chez nous. Donc, c'est important dans la prise de décision, non seulement que tout le monde puisse exprimer leurs idées, mais qu'on recherche des consensus. C'est quoi les idées qui font l'affaire de tout le monde? Puis s'il y a 2 idées, pourquoi on ne ferait pas les 2 idées, les 2 activités, les 2 actions? Donc, il faut vraiment avoir comme attitude, on veut le plus de monde, on veut que tout le monde exprime leurs idées et on veut essayer de satisfaire tout le monde. Et là, évidemment, si on fait des consensus en disant, OK, vous voulez ça, on va le faire, vous voulez ça, on va le faire, bien là, on dit aux gens ensuite, bien, c'est à vous de le faire. Vous vouliez ça, c'est à vous de le faire. Vous vouliez ça, c'est à vous de le faire. Donc, et là, on multiplie les actions. Ça, c'est un esprit d'ouverture. Dans le même sens, pourquoi ne pas consulter nos locataires plus souvent sur ce qu'ils voudraient, ce qu'ils souhaiteraient? C'est possible. Si on consulte les gens, puis que les gens nous disent on aimerait avoir du théâtre, on aimerait avoir de la danse en ligne, que l'association se batte pour que l'Office change nos vieux tapis ou avoir un ascenseur, ben à ce moment-là, on a une occasion en or d'impliquer ces personnes-là en disant vous voulez ça, parfait, aidez-nous. Aidez-nous à le faire. Et pour finir, il y a toute la question de la délégation. C'est facile de dire on va recruter, on va demander aux gens de nous aider, on va leur confier des tâches, des responsabilités, donc on va déléguer. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Parce qu'il faut savoir déléguer pour le vrai. Et ça, déléguer pour le vrai, ça veut dire qu'on donne aux gens le pouvoir de décider, de faire ça à leur manière. Et non pas nécessairement à la manière du comité ou de la présidente qui dit, ben moi, du président qui dit, non, 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 on a toujours fait ça comme ça, fait que là, tu vas faire ça comme ça. Non, si on délègue, on demande aux gens de s'en occuper, ça se peut qu'ils fassent ça différemment, qu'ils fassent des choses différentes de ce que nous, on aurait fait. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter donc de lâcher une partie du pouvoir qu'on a accepté de déléguer aux gens. Parce que si les gens se disent, ben regarde, moi j'essaie de faire des choses, puis c'est jamais correct, c'est jamais à ton goût, qu'est-ce que les gens vont dire? Ben, ils vont dire, ben, regarde, fais-les, toi. Donc, c'est tous des éléments au niveau de l'attitude. Hein? Souvent, on disait, on sait ce qu'il faudrait faire, comment il faut fonctionner, mais après ça, il y en a qui, au niveau de l'attitude, qui disent qu'il faut se mettre un sourire d'en face. Ben, le sourire d'en face, oui, c'est un sourire d'en face, là, mais c'est aussi l'attitude d'ouverture. D'ouverture à avoir le plus de monde, y compris ceux dans l'immeuble avec lesquels on ne s'entend pas. D'ouverture d'entendre d'autres points de vue s'exprimer. D'ouverture d'accepter toutes sortes de propositions que les gens ont. D'ouverture de dire, parfait, je vous donne le pouvoir, on va le faire ensemble. Mais c'est ça qui fait qu'une association ou qu'un CCR a du monde, a du succès, et surtout qu'il y a d'autres mondes, le sachant, qui ont le goût d'embarquer un jour dans l'association ou dans le comité. Ben, je pense qu'on doit continuellement s'interroger là-dessus, surtout quand on n'a plus grand monde dans nos comités. Il faut s'interroger en se disant, est-ce que c'est les autres locataires qui sont pas motivés, pas mobilisés, ou est-ce que c'est nous qui ne savons pas adopter la bonne attitude pour aller les chercher? Ça, c'est un défi constant, la mobilisation. Je sais que ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec ces ingrédients-là, beaucoup d'associations et de CCR ont du succès à travers le Québec. Maintenant, si on regardait ce que peut faire au quotidien une association de locataires, quels sont ses rôles? Si on voulait parler du rôle d'une association, on pourrait diviser ça en 2. Il y a d'abord ce qu'on va appeler la défense des droits des locataires, et il y a ensuite ce qu'on va appeler le bon voisinage, les activités de loisirs. Donc, dans la défense des droits, je vous disais tantôt, une association de locataires est libre de décider de ses activités. Donc, une association de locataires qui le veut, les bénévoles qui sont au sein du comité peuvent agir comme porte-parole collectif des locataires de leur immeuble auprès de l'Office, auprès de la Ville, auprès des députés. On peut également être présent au comité consultatif des résidents pour représenter nos locataires et notre immeuble. On peut aussi accompagner individuellement les locataires dans leur démarche. Donc, ce n'est pas l'association des locataires à prendre sur ses épaules les problèmes de tous et chacun dans l'immeuble. Si une personne, dans son logement, sa porte de garde-robe qui tombe sur la tête, c'est à cette personne-là à appeler l'Office, à se plaindre, à lui dire qu'il y a une réparation à faire dans son logement. Mais l'association peut aider les gens qui sont gênés, qui ont peur, qui ne savent pas trop comment faire,
on peut les aider, les accompagner dans le démarche. On peut même aller avec eux à l'office comme témoin s'ils le souhaitent. On peut évidemment aussi participer aux activités de la fédération. Hein? Là, on est 300 associations. Des fois, on ne se sent pas trop fort tout seul, mais on est un mouvement formidable de 300 associations. Quand on fait des actions collectives, tout le monde ensemble, auprès du gouvernement, on gagne des choses. Et ça fait partie de la défense des droits. Et finalement, on peut aussi se concerter avec les... On peut sortir de notre HLM. On peut aller dans le quartier, dans la municipalité, participer à des coalitions avec d'autres organismes communautaires pour donner plus de force à notre mouvement. C'est intéressant parce qu'on peut aussi inviter ces organismes communautaires-là à venir dans notre salle communautaire, prononcer des conférences, renseigner nos locataires, que nos locataires, nos voisins et voisines soient encore mieux informés de quels sont leurs droits comme citoyens à part entière dans notre société. Ça, c'est la partie de défense de droits. L'autre partie, vous la connaissez mieux, hein, c'est tout ce qu'on peut appeler le bon voisinage des loisirs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, premièrement, gérer la salle communautaire au nom de l'Office. Ça devient notre salle communautaire. L'Office nous reconnaît, nous délègue la gestion de la salle. C'est à nous de nous en occuper. Et à ce moment-là, c'est à nous de décider de quelle activité de loisirs, d'entraide on va tenir dans la salle. C'est à nous de promouvoir la bonne entente et le dialogue entre les locataires. On veut que les gens se rassemblent, se parlent, apprennent à se connaître. Quand ils ont des différends, à se parler, hein, à essayer de trouver des terrains d'entente. L'association est aussi là pour se soucier des personnes en difficulté. Les gens qui sont isolés, qui ne sortent pas de leur logement, qu'on ne voit plus, ben, on va aller voir ce qui se passe. L'association a le droit d'ouvrir ses activités à la communauté avoisinante. Donc, c'est au comité élu de décider, dans le courant de l'année, est-ce qu'on fait des activités seulement pour les locataires du HLM? Est-ce qu'on permet, lors de certaines activités, par exemple des bingos, des fêtes de Noël, aux locataires d'inviter leur famille? Est-ce qu'on invite les voisins du HLM à venir participer à certaines activités? Tout ça est possible. Ça dépend de la décision du comité. Et comme vous le savez, une association peut aussi faire des projets qui correspondent aux besoins des locataires. Donc, ça peut être des projets pour aller chercher des subventions, pour aller chercher de l'équipement communautaire, des balançoires, pour aller chercher des ordinateurs, permettre aux locataires de suivre des cours, organiser une cuisine collective, faire des voyages. Tout ça est possible. Beaucoup d'associations réussissent comme ça à aller chercher des sommes importantes que l'Office d'habitation est incapable d'aller chercher. J'aimerais maintenant prendre un moment pour vous parler des comités consultatifs de résidents. Vous savez, tantôt, j'ai dit qu'il y avait 73 comités consultatifs des résidents actifs au Québec. C'est des comités qui existent souvent depuis une vingtaine d'années, d'autres sont tout récents, mais donc c'est des comités qui ont une riche expérience. Je crois que ça vaut la peine de s'arrêter justement sur l'expérience des comités consultatifs de résidents, ce qu'on appelle souvent les CCR. Peut-être d'abord rappeler que la loi de la Société d'habitation du Québec fait obligation à tous les offices d'avoir un comité consultatif. Mais à quoi il sert ce comité consultatif-là? Il doit servir à trois choses. À favoriser la participation et la vie associative, donc encourager les locataires à se donner des associations, le plus d'associations possible. Deuxième mandat, émettre des avis à l'Office sur la qualité des services. Donc, les CCR sont là non seulement pour dire à l'Office ce que l'Office fait de bien, mais aussi pour identifier ce qui ne marche pas bien, pour être capable d'en discuter, trouver des solutions et faire en sorte que ça aille mieux. Et finalement, la troisième mission du CCR, c'est d'organiser l'élection des locataires, des 2 ou 3 locataires qui vont siéger au conseil d'administration de l'Office et qui vont siéger également le locataire ou la locataire qui va siéger au comité de sélection de l'Office. C'est là les 3 missions du comité consultatif des résidents. Et je voudrais vous présenter une photo où vous voyez plusieurs comités consultatifs en action. Puis ce que je vous invite à noter, c'est qu'un comité consultatif peut faire toutes sortes d'actions. Vous le voyez à l'écran, dans le haut à gauche, il y a un comité consultatif qui a invité ces associations de locataires à faire signer des pétitions, des lettres qui ont été envoyées à la députée provinciale pour obtenir un meilleur soutien envers les locataires qui sont en difficulté dans leur HLM.
Au centre, vous avez un CCR de Montréal qui a participé à une manifestation au bureau de la ministre pour obtenir plus de budget pour la rénovation des HLM. Juste à côté, vous avez le CCR de Gatineau qui a inauguré, avec l'Office, un mur pour les bénévoles, pour souligner l'implication des bénévoles dans l'Office. Au centre, vous avez une rencontre qui a été organisée à Montréal pour essayer de trouver des solutions aux problèmes d'insécurité dans certains immeubles. Donc, vous voyez, la participation des CCR, ça prend différentes formes. Si on regardait les pouvoirs du CCR puis qu'on essayait de les résumer, ben, vous voyez, dans favoriser la participation, ben, je vous donne des exemples. Ça peut vouloir dire faire la tournée des HLM pour créer des associations, partager des trucs ou des activités entre les associations pour les renforcer, aider aux finances et aux assemblées générales des associations, organiser des campagnes pour tous les HLM, pour, par exemple, prévenir les incendies, s'assurer qu'il y a des exercices d'incendie chaque année, organiser une campagne d'embellissement, une campagne, un ménage du printemps. Donc, se préoccuper de la sécurité dans les immeubles. Donc, le CCR peut organiser des campagnes d'éducation de l'ensemble des locataires. Puis, le CCR peut aussi faire des projets d'envergure avec l'Office pour aller chercher des subventions qui vont profiter à l'ensemble des associations, à l'ensemble des locataires. Et fait à souligner, le CCR peut utiliser le 30 $ par année qui est donné aux associations. Comme il n'y a souvent pas d'associations partout, pour ne pas perdre de l'argent, ben, le CCR peut récupérer les 30 $ non utilisés au profit d'activités pour tous les locataires. Au niveau de comment le CCR peut émettre des avis pour influencer les services de l'Office, on vous donne des exemples. Le CCR peut organiser à chacune de ses réunions un tour de table où chaque immeuble fait un rapport de ce qui va bien et ce qui ne va pas bien dans son immeuble. Le CCR peut proposer des améliorations à l'Office sur les règlements d'immeubles, les règlements de transfert de logement, le déneigement, le traitement des plaintes, évidemment la qualité de l'entretien, est-ce que les salles de lavage fournissent à la demande? Vous voyez, le CCR peut se prononcer sur toutes sortes de questions. Toutes les questions où les services sont un peu déficients. Le CCR peut également se prononcer sur les travaux majeurs. On est dans une période où il y a beaucoup de budget pour rénover les HLM. Les locataires ont le droit d'être consultés sur quels travaux vont être faits. Surtout, c'est des travaux qui vont marquer l'image des HLM pour les 50 prochaines années. Donc, on a le droit d'être consulté sur ce que l'Office compte faire. Et c'est l'occasion pour nous de faire la tournée des immeubles, de voir de quoi les locataires ont besoin et de vérifier si ce que l'Office compte faire correspond bien aux besoins des locataires. On peut aussi inviter, et ça c'est une bonne habitude, inviter le directeur ou la directrice à venir à une partie de la réunion du CCR à la fin pour discuter. On a fait un tour de table, on a vu comment ça allait dans nos immeubles. Il y a des problèmes, on en profite, on en discute directement avec le directeur, la directrice. C'est beau courant, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah, vous ne saviez pas, ben, on vous l'apprend. Vous ne savez pas quoi faire, on va en discuter. Donc, c'est l'occasion d'avoir un dialogue qui va être intéressant pour les locataires, mais aussi pour la direction de l'Office. Puis, finalement, le CCR peut former des comités de travail conjoints avec le personnel de l'Office sur des questions plus délicates ou plus compliquées, qui souvent, vous savez, quand on parle de problèmes importants, la solution repose rarement juste entre les mains des employés de l'Office. Souvent, ça prend aussi la participation des locataires. Quand on parle de propreté, de sécurité, de chicane de voisins, la solution souvent va reposer sur les épaules de l'Office, mais ça prend la collaboration des locataires. Donc, l'idée de former des comités conjoints pour faire avancer des solutions, beaucoup de CCR le font et c'est excellent. Et ça développe un esprit de collaboration entre l'Office et son comité consultatif. Donc, je pense que c'est des bons trucs à mettre en pratique. Plusieurs d'entre vous le faites déjà depuis longtemps. J'aimerais aussi parler de la responsabilité de l'Office. On dit que l'Office a l'obligation d'avoir un comité consultatif. Bien, pour avoir un comité consultatif intelligent, qui a des choses à proposer et qui est actif et mobilisé, ça prend 3 éléments. L'information, la consultation et un partenariat réel. Gardons ça. Pour que les locataires puissent émettre des avis à l'Office, faire des suggestions, sans parler au travers de leur chapeau, il faut qu'ils soient tenus informés. Donc, à ce niveau-là,
l'Office a l'obligation, et c'est dans la directive de la SHQ, l'Office a l'obligation de fournir gratuitement les ordres du jour, de même que les procès-verbaux et tous les documents qui sont adoptés au conseil d'administration. Ben, l'Office doit remettre sur demande ces documents-là aux locataires qui participent au comité consultatif. Pourquoi? Pour qu'ils soient informés, qu'ils puissent suivre les actualités de l'Office, suivre la game, puis être capables donc de se prononcer en toute connaissance de cause. Vous savez, l'information, là, c'est le nerf de la guerre. Ensuite, la consultation. La directive dit que l'Office doit informer le comité consultatif au moins 7 jours avant leur adoption sur tout règlement politique que l'Office souhaiterait adopter qui aurait pour effet de toucher les locataires. Donc, avant que le conseil d'administration de l'Office adopte toute politique ou règlement qui va impacter les locataires, ils ont l'obligation d'en informer le comité consultatif au moins 7 jours à l'avance. Pourquoi? Pour que le comité consultatif puisse émettre un avis sur ces sujets-là au conseil d'administration, pour que lorsque le conseil d'administration va avoir à prendre une décision éclairée, bien, qu'il puisse avoir eu le point de vue de la direction qui a préparé les propositions, mais aussi avoir eu le point de vue des locataires. Et là, le conseil, composé principalement de gens qui n'habitent pas dans les HLM, peuvent dire, ah, on a eu le point de vue de notre direction, on a eu le point de vue de nos locataires, maintenant on peut prendre une bonne décision, une décision éclairée. Et finalement, le partenariat. Un vrai partenariat, c'est de travailler ensemble. Donc, quand l'Office délègue des salles communautaires aux associations, un partenariat. Quand l'Office forme des comités de travail avec le comité consultatif pour faire avancer les dossiers, des projets, c'est également des bonnes formes de partenariat. Et ça, c'est à privilégier. Dans tous les offices du Québec, le comité consultatif et l'Office devraient être partenaires dans plein de projets. Information, consultation, partenariat, c'est les 3 clés d'une bonne participation des locataires. Si vous permettez, j'aimerais terminer ma présentation en parlant du conseil d'administration de l'Office. Vous savez, particulièrement avec les regroupements d'offices, les offices gèrent beaucoup de logements sur de grands territoires. Il pouvait y avoir jusqu'à 9 membres sur le conseil d'administration. Maintenant, il est possible d'être jusqu'à 15 membres sur les conseils d'administration. Donc, ça fait beaucoup de conseillers municipaux sur les conseils. Ces gens-là sont gentils, ils veulent s'occuper de bien gérer les HLM, mais c'est important qu'ils connaissent la réalité vécue par les locataires. Et c'est pour ça que chaque comité consultatif de résidents a le droit d'élire 2 ou 3 locataires au conseil d'administration de l'Office. Ces locataires-là, la loi prévoit qu'ils siègent également obligatoirement au comité consultatif des résidents. Pourquoi? Pour pouvoir relayer l'information. Dire au conseil d'administration sur quoi travaille le comité consultatif des résidents et dire aux locataires qui sont au comité consultatif des résidents sur quoi travaille le conseil d'administration. Donc, nos locataires administrateurs au conseil d'administration doivent travailler de pair avec le comité consultatif des résidents pour être des bons représentants et pour avoir des choses à dire lorsqu'ils vont aux réunions du conseil d'administration de l'Office. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces gens-là, ces locataires-là qui siègent au conseil d'administration de l'Office peuvent assumer des responsabilités au sein du comité consultatif. Ils peuvent être président, présidente, secrétaire, trésorier, ne sont pas en conflit d'intérêts. Par contre, comme tous les administrateurs au conseil d'administration de l'Office et comme le directeur ou la directrice, ces personnes-là ont un code de déontologie à respecter. Mais ce code de déontologie-là ne les empêche pas de jouer un rôle actif au comité consultatif et notamment de faire rapport à ceux qui les ont élus de ce qui se passe au conseil d'administration de l'Office. Il y a des règles à respecter au niveau de la confidentialité de certaines données personnelles, au niveau du secret des délibérations, mais le code de déontologie permet aux locataires qui siègent au CA de l'Office de faire rapport de ce qui se passe au CA de l'Office aux membres du CCA. Ces locataires-là qui ont été élus par le comité consultatif peuvent également être destitués par le comité consultatif si jamais les gens au CCA considéraient que les administrateurs élus au CA de l'Office ne remplissent pas leur obligation.
par exemple, s'ils ne venaient jamais aux réunions du CCR ou aux réunions du CA de l'Office, on pourrait dire, bon, on va les destituer et on va emmener les autres. Évidemment, il faut être très prudent avec ça. C'est des bénévoles, il faut les traiter avec beaucoup de respect, mais c'est quelque chose qui est possible. Pour terminer, j'aimerais vous donner peut-être quelques exemples de ce que peut signifier la présence des locataires au conseil d'administration d'un office. Par exemple, il y a des locataires qui ont réussi à obtenir dans beaucoup d'endroits que dans l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Office, il y a un point statutaire qui s'appelle « Nouvelles du comité consultatif et des locataires ». Donc, ça nous permet, à toutes les rencontres, d'informer les administrateurs de ce que souhaitent les locataires, sur quoi travaillent les locataires, nos suggestions, nos recommandations, nos solutions, nos problèmes, nos besoins. On peut les amener au conseil d'administration par un point statutaire à l'ordre du jour. Il y a des CA aussi qui rencontrent une fois par année, la directive d'ailleurs le prévoit, une fois par année, le comité consultatif a le droit de rencontrer les membres du conseil d'administration de l'Office. Et dans quelques endroits, ça se fait. Et ça, c'est l'occasion d'un dialogue intéressant, parce que les membres du CCR disent quelles sont leurs préoccupations. Les membres du CA de l'Office expliquent les leurs. Et souvent, ça va permettre que le CA de l'Office reprenne à son compte des préoccupations du CCR. Par exemple, à Montréal, le CCR est très préoccupé par la lutte contre la vermine, contre les punaises de lit. On a fait en sorte que le conseil d'administration de l'Office dise, bien, nous aussi, dans notre plan de travail de la nouvelle année, une de nos priorités, ça va être de suivre de près la lutte contre la vermine pour voir si notre Office, on s'améliore là-dedans. Donc, le CCR peut s'ajuster avec le conseil d'administration pour travailler en partenariat sur les mêmes préoccupations, faire avancer les mêmes causes. Il y a des CCR qui ont convaincu les offices, lors des rénovations, d'accorder plus d'importance à l'adaptation des immeubles pour les besoins des personnes âgées. Donc, d'avoir une politique pour dire, dans nos rénovations, on va installer des portes électriques. On va installer un espace de rangement pour les quadriporteurs. Mais c'est une préoccupation qui est venue du CCR, de dire, on a des personnes âgées en perte d'autonomie, pensez-y. Donc, vous voyez, comme ça, on peut influencer les travaux. On peut discuter aussi, dans d'autres endroits, on a dit, écoutez, vous allez combien de fois par année au tribunal administratif du logement contre les locataires? Il semble que c'est beaucoup. Ça, il n'y aurait pas moyen de revoir vos façons de faire à l'égard des locataires, faire plus de prévention pour moins être obligé d'aller en cours contre les locataires. Vous voyez, donc, c'est des préoccupations que les locataires qui siègent au conseil d'administration peuvent amener. Et souvent, il y a juste eux autres qui vont penser à ça, parce qu'il y a juste eux autres qui vivent dans les HLM. J'en ai assez dit. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et surtout, je vous remercie énormément pour votre implication. Parce que c'est grâce à votre action dans les associations, dans les CCR et au CA des offices que la cause des locataires au Québec avance.